Bon, ben, merci Guy, merci à vous tous d'être là. Hein. Je crois que l'important c'est à la fois effectivement de suggérer peut-être ces pistes pour le renouveau du syndicalisme et puis surtout peut-être de pouvoir échanger, discuter. Alors peut-être un petit mot sur le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Hein. Tu rappelais tout à l'heure donc que nous étions 4 co-auteurs. Hein. Alors, je crois qu'on en a discuté. On aurait souhaité pouvoir faire une présentation, y compris à plusieurs voix. Malheureusement, bon, Christian Laval est au Brésil pour présenter ses livres sur le commun. Voilà, donc, et mes 2 autres co-auteurs et camarades sont des retraités, mais qui m'ont dit que quand on est retraité, on est très occupé, et puis on garde les petits-enfants. Voilà, donc l'explication pour laquelle je suis là pour parler du livre. Alors, le contexte, effectivement, je dis livre écrit à partir d'une réflexion collective menée dans le cadre de l'Institut de recherche de la FSU, donc la principale fédération de l'enseignement, de la recherche, de la culture, et dans le cadre plus précisément d'un chantier ou d'un séminaire qu'on essaie d'animer depuis un certain nombre d'années sur le thème du lien qu'il peut y avoir entre les politiques néolibérales et le syndicalisme, et avec une évolution, disons, ces dernières années dans notre approche, qui fait qu'on s'est intéressé à la fois donc, aux politiques néolibérales, mais également aux résistances et aux embryons d'alternatives, tout du moins qui commencent à se manifester. Dans ce cadre-là, je dirais qu'on a essayé d'avoir un travail d'abord d'analyse, d'audition, à la fois de syndicalistes, de chercheurs, et en même temps, je dirais, très basiquement, de professionnels, de gens qui, j'allais dire comme vous et moi, pas plus moi aujourd'hui puisque je suis retraité, mais comme beaucoup d'entre vous qui exercent des activités professionnelles. Donc la caractéristique un petit peu de cette réflexion, c'est bien d'essayer de mener de la recherche, mais pas forcément de la recherche estampillée université. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la recherche très intéressante à l'université, mais il y a une caractéristique propre à l'Institut de recherche de la FSU qui est essayer de croiser ces regards, c'est-à-dire d'avoir le regard de syndicaliste, mais contrairement à certaines présentations médiatiques, c'est pas parce qu'on est syndicaliste qu'on ne réfléchit pas, à notre avis. Croiser le regard avec des chercheurs, c'est pas parce qu'on est chercheur qu'on se désintéresse de l'action et du lien qu'il peut y avoir entre réflexion et action. Et puis, croiser le regard également de personnes qui sont engagées dans des pratiques professionnelles, parce que contrairement, là également, à ce qui nous est dit bien souvent, c'est pas parce qu'on exerce un travail qu'on n'est pas amené à lever le nez du guidon, si je puis dire, et puis réfléchir. Donc c'est ce triple regard qui a nourri un petit peu notre réflexion. Alors, pourquoi le thème du syndicalisme? Bon, pour nous, ça allait un petit peu de soi, dans la mesure où c'est le champ à la fois de réflexion et d'action de la FSU. On a souhaité quand même, avec un certain recul, un recul par rapport à, je dirais, au rouleau compresseur du néolibéralisme qui, depuis des années, maintenant on pourrait dire même depuis quelques décennies, marque la société, et la marque de son empreinte est d'une manière assez négative. Je crois qu'on a des exemples tous les jours. Donc il nous a semblé important d'essayer de voir le lien qu'il pouvait y avoir entre ces avancées considérables du néolibéralisme et les conditions de l'action syndicale qui se sont trouvées modifiées. Alors, là, je vais partir d'une relative banalité, ce qui est de dire, si l'on se réfère en gros dans la situation européenne de l'après-guerre, ce que certains ont appelé les 30 glorieuses, etc., on a eu affaire, non sans lutte, hein, parce que souvent c'est édulcoré, mais à un capitalisme relativement domestiqué. Et dans ce cadre-là, il est vrai que l'action syndicale a pu se développer d'une certaine façon. Un ancien syndicaliste de Force ouvrière, c'était Bergeron, qui employait l'expression, c'est une époque où il y a eu du grain à moudre, en quelque sorte. Et il s'est établissé effectivement des relations entre les pouvoirs publics, le patronat et le monde syndical, qui étaient basées sur des négociations, des luttes aussi, mais des luttes dans lesquelles il y avait un certain nombre d'avancées, relatives certes, hein,
c'est pas ça qui transformait fondamentalement la condition salariale, mais malgré tout, il y avait un certain nombre d'aspects positifs là-dedans, y compris en termes de, je dirais, d'unification relative des conditions de vie des salariés. Alors, relative, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne persistait pas des inégalités, mais on avait également le sentiment que lorsque des luttes dans un secteur arrachaient un certain nombre d'avancées, cela profitait, quelques années plus tard, sinon à l'ensemble, mais du moins à des groupes relativement importants. Donc, ce qui nous a semblé important, c'est de mettre en évidence la rupture fondamentale qu'il y avait entre cette période, qui n'était pas idyllique, mais qui malgré tout avait des aspects relativement positifs, et ce qui s'est passé, disons, au tournant des années 80, avec ce tournant néolibéral et des politiques néolibérales qui ont, à notre avis, profondément changé les conditions d'exercice du syndicalisme, au moins sur 4 plans. Premier plan, encore je parle un petit peu de banalité, mais c'est sur le plan du partage entre salaire-profit et capital-travail, si on veut. Sur 3 décennies, on peut, je crois qu'à peu près tous les économistes s'accordent là-dessus pour dire que les indicateurs montrent qu'il y a une perte d'environ 10% de la part salariale dans la valeur ajoutée. C'est considérable quand même. Hein. D'autre part, modification du procès de travail radicalement transformé avec un démantèlement des collectifs et où ce qui est modifié en quelque sorte, c'est qu'on l'on demande aux salariés non seulement de faire son travail en échange d'un salaire collectivement corrélé à sa qualification, ce qui était en gros la situation antérieure, mais on demande aujourd'hui de s'impliquer individuellement dans des impératifs de compétitivité de l'entreprise, du marché, de l'intégrer et d'en faire son comportement quotidien, la norme quotidienne du bon salarié du point de vue patronal aujourd'hui. Troisième modification fondamentale, à notre avis, c'est le fait que les institutions protectrices du salariat, la sécurité sociale, l'assurance chômage, qui s'appuyaient sur une représentation syndicale, sont aujourd'hui contournées, voire supprimées, ou tout du moins vidées de leur substance et dénaturées. Et qu'à leur tour, ces institutions, c'est un paradoxe, hein, puisqu'elles n'avaient vraiment pas été faites pour ça, elles s'ouvrent à la concurrence, à la logique de la concurrence et du capital. Enfin, quelque chose que j'ai commencé à pointer tout à l'heure, le salariat qui tendait à s'unifier connaît de nouvelles différenciations, de nouvelles fragmentations, en particulier, bien évidemment, avec la montée du chômage et de la précarité. Donc c'est sur la base de ce constat que l'on s'est posé la question, à partir de cela, que faire, en quelque sorte, quelle piste, effectivement, pour le syndicalisme. Donc là, je vais me borner, si vous voulez, à 5 remarques qui suivent en gros la structure de ce petit livre. Hein. La première touche quand même à, je dirais, la connaissance de l'adversaire. Hein. Parce que je crois que pour lutter efficacement, il est quand même nécessaire de bien comprendre quelle est la logique profonde et quels sont les ressorts de l'action du néolibéralisme aujourd'hui. Ce qui nous a frappé, donc j'évoquais tout à l'heure le séminaire que l'on mène à l'Institut de recherche de la FSU depuis une douzaine d'années. Au départ, on était parti sur cette idée d'essayer d'étudier le plus précisément possible les politiques néolibérales. Aujourd'hui, on en est arrivé à l'idée qu'il faut continuer à étudier ces politiques néolibérales, mais qu'en gros, elles ne dupent plus grand monde. Hein. Si on se réfère quelques années en arrière, à l'époque où on nous promettait une Europe absolument merveilleuse, hein, et puis le traité de Lisbonne, j'en passe, c'est des meilleurs ou des pires, si vous voulez, il pouvait y avoir, en quelque sorte, des ambiguïtés. Hein. On nous promettait vraiment que si on faisait tout ce qui était indiqué dans les traités, ça allait réellement aller mieux, hein, aucun problème là-dessus. Bon, aujourd'hui, je crois que ces politiques, la portée de ces politiques, la portée destructrice de ces politiques, elle est à peu près intégrée, peut-être pas par tous, mais quand même par beaucoup. Et ce qui nous est apparu, par contre, c'est qu'on n'avait peut-être pas suffisamment mesuré l'impact que ces politiques avaient en profondeur sur la transformation de la société. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'à l'heure actuelle, on n'a pas seulement affaire à des politiques néolibérales, on a affaire à une société néolibérale. Une société néolibérale dans laquelle, à la fois le
le statut de l'économie, la généralisation de la concurrence, et puis les comportements induits, y compris au plus près de la vie quotidienne de chacun, c'est quelque chose qui a très profondément pénétré la société. Et on s'est posé la question, et on pense que c'est pas inutile d'essayer de l'éclairer par un regard à la fois historique et politique, en se demandant comment cette doctrine a pu, à ce point, transformer les choses. Certains ont parlé de révolution conservatrice. D'une certaine façon, ce néolibéralisme, c'est une vraie transformation du capitalisme, une vraie révolution du capitalisme. C'est toujours le capitalisme, mais un capitalisme profondément transformé et à l'offensive. Donc de ce point de vue-là, on rappelle dans un certain nombre de passages du livre que les ancêtres historiques du néolibéralisme qui se met aujourd'hui en place avaient au fond un projet, une stratégie, et des économistes comme Hayek par exemple ont dit dès le milieu de l'entre-deux-guerres, dès les années 30, qu'il y avait un combat à mener, un combat conscient, réfléchi, à mener du point de vue du capitalisme pour mener une offensive précisément anti-syndicale. Et Hayek expliquait très crûment et très nettement que si l'on voulait ce qu'il appelait un ordre pur des marchés, il fallait supprimer tous les corps intermédiaires qui pouvaient faire obstacle à cet ordre pur des marchés. Et dans ces obstacles, il y avait bien évidemment le syndicalisme. Alors, ce qui nous est apparu également, c'est que si on veut connaître l'adversaire et ses diverses stratégies, il convenait de prendre en compte cet objectif central du néolibéralisme, mais de voir également qu'il avait pu expérimenter plusieurs voies pour y parvenir. Donc en gros, les deux voies, c'est l'une qui est, je dirais, brutale et... enfin, les deux sont brutales, mais l'une est peut-être plus offensive directe. C'est en gros le coup d'État militaire à la chilienne, si vous voulez, hein, qui a des liens directement avec les Chicago Boys, enfin, ces théories, ces praticiens économiques d'une certaine façon. Cette voie existe toujours d'une certaine façon. Là, si je fais un bond dans l'actualité, le Chili c'est 73 effectivement, mais le coup d'État financier auquel on a assisté en Grèce cet été, c'est pas un coup d'État militaire si on veut, mais ça a cet aspect de brutalité quand même considérable. Donc cet ancrage du néolibéralisme dans cette doctrine du coup d'État est toujours, à notre avis, une de ses inspirations. Mais il y a une autre voie qu'ils appellent dans leur langage une voie incrémentale, mais c'est en gros une espèce de voie progressive. C'est-à-dire l'idée que, portée par un courant du néolibéralisme qui s'appelle l'ordo-libéralisme, et qui fait que, au lieu de laisser faire, ce qui est la doctrine officielle, il s'agit d'utiliser l'État et la puissance publique pour créer un ordre de marché. Parce que souvent, contrairement à ce qui nous est présenté, le marché, c'est pas quelque chose de naturel, lié à l'économie, c'est effectivement un ordre qui est créé volontairement et par des normes, par des règles, par des traités, etc. etc. Et la caractéristique de l'ordo-libéralisme, cette voie progressive, c'est en quelque sorte la mise en place d'un corset constitutionnel et institutionnel sur toute la société. D'où la thématique récurrente des réformes structurelles dont on entend parler, et l'idée qu'en définitive, il faut instaurer progressivement une société, alors je ne sais pas comment il faut dire, s'il faut dire non démocratique ou post-démocratique. Nous on a plutôt tendance à dire post-démocratique au sens où la démocratie, ils expliquent que ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est, de leur point de vue, l'efficacité des marchés, l'efficacité du capitalisme qui doit primer sur tout. Donc la démocratie, c'est un problème très très secondaire, qui n'a pas de raison d'être et qui ne doit plus structurer les valeurs de vie en société. Et ça, je crois que c'est une tendance lourde qu'on observe aujourd'hui, et je pense que quand on a essayé de faire le point
sur 10 ans. Comment avez-vous évolué le néolibéralisme? Contrairement d'ailleurs à certains espoirs qui avaient pu se manifester autour de la crise de 2008, on avait dit non, mais c'est fini le néolibéralisme, vous voyez bien, ça mène à rien, donc il va bien falloir réformer, y compris des économistes hétérodoxes par rapport à, enfin, néolibéraux au départ, mais hétérodoxes, de type Soros, etc. Ils disaient non, mais il va falloir introduire quand même un petit peu de moralisation, de régulation. Eh bien, c'est précisément le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire la bête, c'est malade d'une certaine façon en crise, elle s'est radicalisée. S'est radicalisée, donc les traits qui nous semblent caractéristiques pour comprendre le néolibéralisme, dans le sens de justement comprendre l'adversaire auquel le syndicalisme a affaire, c'est d'une part sa systématisation dans la société dans laquelle on vit, systématisation internationale aussi, qui est un des traits quand même tout à fait caractéristiques, c'est la radicalisation. Contrairement à ce qu'il nous dit, ça ne s'atténue pas du tout. Au contraire, il y a un aspect de fuite en avant, c'est tout à fait consciente, réfléchie. J'évoquais tout à l'heure le cas de la Grèce, qui me semble assez une leçon d'école, en quelque sorte. Et puis le troisième trait, c'est quand même la militarisation et la politique sécuritaire et militaire, militaro-politique du néolibéralisme aujourd'hui, et qui a une incidence, bien évidemment, sur, y compris le syndicalisme, au travers de la criminalisation de l'action syndicale. Bon, là, je ne vais pas vous faire un dessin, chacun peut voir à quoi ça peut renvoyer. Donc, ça nous amène à dire que les deux voies que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la compréhension du néolibéralisme, la voie brutale du type coup d'État militaire et la voie progressive en instaurant cette espèce de corset institutionnel, ces deux voies, en fait, elles sont complémentaires, elles se complètent aujourd'hui. Et si j'avais à résumer par un mot, par une formule, comment procède le néolibéralisme aujourd'hui et comment il attaque le syndicalisme, en gros, c'est on cogne d'abord, on affaiblit, et après, sur cette base-là, on domestique. Je crois que c'est ça, et c'est ce défi auquel le syndicalisme a affaire aujourd'hui. Et en rappelant, là on peut rappeler les exemples historiques aussi, c'est pas seulement des théories. Lorsque Reagan ou Thatcher ont agi avec les doctrines du néolibéralisme aux États-Unis et en Angleterre, on peut parler d'une véritable guerre néolibérale. Voilà. Alors, à partir de ce tableau un petit peu, voilà, c'est pas réjouissant, deuxième remarque sur les conséquences que ça peut avoir sur le syndicalisme. J'en ai dit déjà un mot en introduction tout à l'heure. Ces conséquences sont considérables et nombreuses, mais j'en retiendrai deux principalement. La première, c'est que l'on a affaire à un syndicalisme qui est déstabilisé par la concurrence généralisée. Première caractéristique. Et deuxième caractéristique, un syndicalisme piégé, ou qui se laisse piéger, bon, il y a peut-être matière à discussion, par le dialogue social, avec tous les guillemets que vous voulez. Sur la concurrence généralisée, je crois que c'est important au sens où c'est l'essence même du syndicalisme qui est atteinte, puisque le propre du syndicalisme, c'est d'essayer de faire vivre un sujet collectif et solidaire, et que le propre du néolibéralisme, c'est précisément de détruire ce collectif, d'individualiser les situations, de fragmenter le salariat, et à partir de ça, de placer chacun, alors chacun au sens à la fois chaque entreprise, mais chaque individu, même à l'intérieur de l'entreprise, en situation de concurrence pour survivre. Et ça, c'est l'un des traits sur... Je ne vais pas insister lourdement là-dessus, parce que je crois que chacun en a bien conscience, mais c'est quelque chose qui atteint à la fois le secteur privé et le secteur public. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, d'une relative protection dont bénéficieraient les services publics sont eux aussi lourdement atteints par les phénomènes de concurrence, de mise en concurrence. Bon, dans l'éducation nationale, c'est un des traits qu'on a essayé de mettre en évidence dans des livres précédents. Placer les établissements scolaires en situation de concurrence entre eux pour capter les meilleurs publics scolaires, etc., ça fait partie des stratégies, effectivement, néolibérales. Donc, oui, je pense que le syndicalisme, globalement, a affaire à cette concurrence généralisée et
qu'il est difficile, effectivement, de trouver des moyens de riposter par rapport à ça et de créer des solidarités de classe suffisamment actives et suffisamment efficaces. La deuxième caractéristique, donc, qui me semble propre au défi dans lequel le syndicalisme est placé aujourd'hui, c'est le danger de s'enliser dans le dialogue social. Alors le dialogue social, je crois que c'est un peu comme l'histoire de la culture et de la confiture, hein, moins on en a, plus on en parle, je crois que c'est caractéristique, mais ce qu'il y a derrière quand même, c'est l'idée de la mise en place de tout un tas de dispositifs dans lesquels les salariés vont être amenés à s'enchaîner à l'employeur en quelque sorte, avec quand je parle de dispositifs, ça veut dire y compris des techniques, des manières de penser les situations. Une qui est bien connue, par exemple, c'est l'histoire du dialogue partagé. Alors, le dialogue partagé, c'est en gros, on est dans le même bateau, donc il faut bien... et puis, vous savez, c'est très technique, c'est pas du tout pour... tout le monde peut être d'accord, voir ce qui ne va pas dans l'entreprise et à quoi on est confronté. On peut objectivement, tous ensemble, essayer de voir ce qui ne va pas, essayer de voir comment on peut l'améliorer. Et à partir de ça, je crois qu'on a été sensible aussi aux effets, y compris de vocabulaire, de façon de parler, de partenaires sociaux, etc., tout un vocabulaire, si vous voulez, qui déconstruit en quelque sorte ce que j'appellerais moi les fondamentaux de la lutte de classe, mais les fondamentaux du syndicalisme en général. Et à partir de ça, cette idée, donc, qu'on est sur le même bateau, qu'on est partenaire, et que si on veut s'en sortir, il faut que chacun retrousse les manches et puis faire le mieux, qu'on soit employeur ou employé. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez caractéristique et qui, malheureusement, a été théorisé par un certain syndicalisme. Là, on n'est pas là pour dire du mal de qui que ce soit, mais enfin, quand on relève un certain nombre de déclarations au hasard de la CFDT, par exemple, je pense qu'on a affaire à quelque chose qui est quand même très, très caractéristique de la façon dont ce piège a fonctionné. Et à un moment donné, lorsque c'est repris à ce point, c'est plus un piège, c'est quand même une politique délibérée d'une certaine façon et qui désarme globalement le camp du salariat aujourd'hui. Un autre aspect, c'est également, me semble-t-il, le fait que ce qui est devenu sacré d'une certaine façon, c'est le cadre de l'entreprise. L'entreprise, vous savez, voilà. Donc, et qu'on ne peut pas s'en sortir, et c'est qu'on ne peut pas se sortir de ce cadre-là, et c'est dans ce cadre-là que doit avoir lieu le dialogue social, avec toutes les expressions à la clé que vous connaissez, parce qu'il faut être au plus près du terrain, n'est-ce pas, etc., etc. Et que, du coup, l'idée de donner une conscience plus globale de ce qui se passe, ne serait-ce que, par exemple, au niveau d'une branche, parce que on le sait très bien, dans certaines branches peuvent être prospères, mais à côté, il peut y avoir, effectivement, des entreprises qui, elles, ont des difficultés réelles ou imaginées, mais raisonner au niveau de l'entreprise, c'est fragmenter, effectivement, cette possibilité d'une conscience plus large. Donc il nous semble que ces deux caractéristiques, aujourd'hui, pèsent lourdement sur le syndicalisme. Et lorsque l'on veut, en quelque sorte, sortir de ça, ça se fait, mais ça se fait au travers d'une rupture volontaire et forcément un petit peu violente, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais quand même assez déterminée. Je pense que chacun se rappelle des épisodes liés au dialogue social à la France, puisque c'est comme ça que ça avait été présenté, les fameux plans de licenciement massif présentés, et ce dialogue social qui vole en éclats à partir, vous savez, des chemises arrachées, etc., etc. Donc je crois qu'on a ce paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire une idéologie qui veut enfermer le syndicalisme dans ce dialogue, alors que ce dialogue aujourd'hui, ça n'est rien d'autre que l'acceptation volontaire, la servitude volontaire, et l'acceptation volontaire des reculs imposés par le néolibéralisme. Et je crois qu'il faut le dire dans ces termes, dire que c'est bien ça qui est en cause aujourd'hui, et qu'il faut rompre avec cette manière de voir. Alors, là, j'en ai fini avec la partie la plus pessimiste. Bon, j'ai commencé par là, parce que, voilà. Maintenant, on va passer à l'avenir radieux donc, du syndicalisme.
puisque, comme Guy le rappelait tout à l'heure, on va essayer de dégager des pistes plus optimistes. Alors, la première, si vous voulez, c'est le défi, à notre avis, avec ce diagnostic que l'on fait, en particulier celui donc d'un néolibéralisme qui est à la fois transversal, global et international, on a envie de dire assez simplement, peut-être faut-il que le syndicalisme, lui aussi, soit transversal, global et international. C'est assez basique ce que je dis là, mais peut-être n'a-t-on pas suffisamment mis l'accent là-dessus. Donc, aujourd'hui, je crois que l'un des défis, c'est de repenser l'action syndicale au niveau européen et mondial, et de combler ce retard que le syndicalisme a pris précisément par rapport à l'offensive néolibérale. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y en a auxquelles on assiste aujourd'hui et qui ne sont pas négligeables. Je pense que quand même la pression qui se fait sentir dans le sens d'aller vers des regroupements institutionnels internationaux, mais avec également, je crois qu'il faut être lucide, les apports et les limites qu'il peut y avoir. Bon, quand on regarde la CES aujourd'hui, certes, c'est bien qu'une institution existe à l'échelle européenne, mais la politique menée, alors on peut observer un certain nombre d'évolutions, et tant mieux, mais quand même, c'est pas forcément à la hauteur de ce qui serait nécessaire aujourd'hui, et en particulier, on ne peut pas passer sous silence le fait que pendant tout un temps, ça a été quand même, la CES a été une propagandiste quand même très, très vigoureuse de l'Europe néolibérale, si vous voulez. Donc là-dessus, on pense à la fois que ces regroupements institutionnels, c'est vrai pour la CES, c'est vrai pour la CSI aussi, sont utiles, mais à condition qu'il puisse y avoir une orientation qui soit à la hauteur de la lutte syndicale internationale nécessaire aujourd'hui. Par contre, ce que l'on peut observer quand on prend les choses avec un peu de distance et sur quelques décennies, c'est le fait que poser la nécessité de construire des convergences pratiques et sans frontières, c'est quelque chose qui a accompagné les résistances et les contestations du néolibéralisme. Quelques exemples parmi d'autres. Déjà en 1997, avait commencé à se mettre sur pied les marches européennes contre le chômage et la précarité. Et ensuite, je crois que le syndicalisme a été peut-être pas suffisamment sensible, mais s'est branché d'une manière tout à fait intéressante lorsqu'il l'a fait réellement sur l'altermondialisme et les forums sociaux. Avec une jonction, je dirais, qui est heureuse dans le sens où les limites des uns et des autres, limites sociales de l'altermondialisme et limites peut-être institutionnelles du syndicalisme, se sont parfois rencontrées de manière tout à fait heureuse. Alors, il ne s'agit pas de s'enthousiasmer pour dire c'est formidable, bon, mais je crois que si l'on cherche des sources d'inspiration pour un renouveau du syndicalisme, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut le chercher. Le chercher d'autant plus que la mise en perspective à laquelle ça nous invite, à notre avis, c'est y compris de regarder dans l'histoire du mouvement ouvrier, s'il ne faut pas à certains moments revenir à certaines sources. Donc nous, ça nous a intéressé de regarder un petit peu, par exemple, comment avait fonctionné la première internationale. Bon, autour de Marx, hein, quelque chose de tout à fait éphémère, fragile, qui n'a pas duré longtemps, mais qui abordait la question en disant, effectivement, cette solidarité, elle est constitutive du mouvement ouvrier, et en même temps, il n'y a pas forcément lieu de faire des coupures qui ont ensuite marqué profondément le mouvement ouvrier, c'est-à-dire la coupure très radicale entre une division du travail, en quelque sorte, qui n'est pas toujours heureuse, entre les partis politiques, les associations et les syndicats. Dans la première internationale, tout ça coexistait. Ça ne veut pas dire que chacun n'avait pas son autonomie relative, mais ça veut dire qu'on essayait de penser globalement le problème. D'une certaine façon, il nous semble que l'altermondialisme a, au moins en pointillé, posé cette question-là, reposé cette question-là. Alors, je voudrais juste, sur cette veine-là, c'est les trois pistes concrètes que l'on donne et sur lesquelles on a essayé de se brancher, c'est de regarder dans les années qui ont précédé, est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé. Je prendrai trois exemples. Le premier, c'est celui qu'on donne
ce qui s'appelait la marée verte madrilène en 2011, qui s'est branché sur le mouvement des indignés, mais qui a touché à la fois les salariés du monde de l'éducation, principalement sur les grandes villes, à Madrid en particulier, et où là on a eu une rencontre tout à fait heureuse entre justement ce syndicalisme qui se joignait à la population, qui se joignait y compris à la population des quartiers, qui constatait que sur leur quartier, l'école n'était pas assurée dans des bonnes conditions, etc. Et on a eu réellement un début de synthèse, alors que ce n'était pas gagné au départ, parce que le mouvement des indignés avait quand même une certaine réticence vis-à-vis de ce qu'ils appelaient la caste, vous savez, ceux qui sont intégrés au système. Et inversement, le syndicalisme, regardez, oulala, qu'est-ce que c'est ces jeunes-là, bon, c'est pas bien où ça va. Et malgré tout, dans la dynamique de la lutte, il y a eu un début de synthèse qui nous a paru comme quelque chose de tout à fait heureux et tout à fait intéressant. Le deuxième exemple, il est un petit peu plus ancien, mais il va dans le sens de ce qu'on appelle, nous, enfin, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est un espèce de syndicalisme intégral. Alors, il faut s'entendre sur les termes, mais si on est conséquent, si on dit, bon, le néolibéralisme aujourd'hui est global et intégral, peut-être faut-il que le syndicalisme soit à cette image. Et cet exemple, on l'a eu autour de 2008 avec le mouvement contre la profitation en Guadeloupe, et avec l'aspect qui nous a semblé tout à fait intéressant de voir que là, pour le coup, il pouvait y avoir, sous l'égide d'un syndicalisme fédérateur, l'UGTG, la création d'un collectif, le LKP, qui a regroupé 48 organisations et qui a posé le problème d'une grève générale en lien étroit avec la population. Et qui a duré, qui a été une grève active, et avec une dimension à la fois économique, bien évidemment, mais également culturelle, alternative, alors avec la problématique évidemment de l'indépendance qui est sous-jacente, mais ce qui prouve que d'une certaine façon, dans certaines conditions, le syndicalisme peut, à sa façon, prendre en charge un certain nombre de problématiques politiques, dès lors que ces problématiques politiques apparaissent comme des problématiques citoyennes qui concernent l'ensemble de la population. Et puis le troisième exemple, qui est peut-être plus embryonnaire et qui là, pour le coup, est vraiment qu'une piste aujourd'hui, mais qui nous semble important, c'est de voir si le syndicalisme peut aller dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un éco-syndicalisme, si vous voulez. Au sens où, parfois on a le sentiment que la défense de l'outil de travail peut être contradictoire avec la défense des conditions de vie de la population aux alentours. Bon, prenez l'exemple de l'usine AZF à Toulouse, prenez l'exemple d'un certain nombre d'usines de métallurgie très anciennes en Italie, par exemple. Là encore, c'est pas gagné au départ, si vous voulez. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a une évolution tout à fait heureuse dans le sens d'une prise de conscience que, en quelque sorte, l'exploitation des hommes et l'exploitation des écosystèmes, il faut les penser globalement et essayer de voir à ce moment-là quels peuvent être les liens entre la mobilisation des salariés pour la défense de leur emploi, mais pas forcément la défense de ce qu'il peut y avoir de destructeur dans le travail, et en même temps les intérêts de la population plus globalement au niveau d'une ville ou au niveau de territoire. Bon là, ce qu'on évoquait, un syndicalisme revivifié par l'internationalisme, je pense que tout ce qui s'est passé dans la forêt brésilienne par exemple, donne à voir des défis qui concernent pas seulement la vie dans les villes, mais également sur un certain nombre de territoires. Et puis, je pense qu'on peut relier ça aussi, ce renouveau du syndicalisme, à un certain nombre de révoltes globales, que ça aille des printemps arabes où le syndicalisme a joué, c'est pas, je crois, c'est peut-être pas suffisamment souligné, mais a joué quand même un rôle souvent très, très positif là-dedans, et avec les mouvements d'occupation des places qui peuvent avoir lieu, qui gardent, j'en suis heureux, une certaine actualité, actuellement, y compris chez nous. Voilà. Alors, voilà pour cette dimension, si vous voulez, dimension de renouveau internationaliste du syndicalisme qui nous semble important. Et puis, le fait d'essayer de penser ensemble un certain nombre de contre-propositions syndicales offensives.
parce que l'un des pièges aussi, enfin à la fois un piège et une difficulté dans laquelle nous place le néolibéralisme, c'est qu'il nous place en quelque sorte le dos au mur, dans le sentiment qu'on est là, on défend. Bon, on l'a fait pour les retraites, on l'a fait pour un certain nombre de choses, mais beaucoup d'entreprises et de secteurs l'ont fait pour l'emploi, évidemment, mais avec plus une accumulation de défaites, malheureusement, que de victoires. Or, je pense que peut-être aujourd'hui, un des défis, c'est d'essayer de penser les choses en termes de contre-offensive plus globale. Alors, pour s'entendre, on n'est pas là pour donner des conseils et de dire voilà comment il faut faire, mais de prendre conscience des terrains sur lesquels il pourrait se construire ces contre-offensives. Le premier, c'est quand même, puisque c'est quand même la caractéristique du syndicalisme, c'est tout ce qui se joue au niveau du rapport au travail. Et de la souffrance au travail, ce que j'appelle le travail invisible aujourd'hui, hein, et d'une nécessaire riposte par rapport à ça. Parce que l'une des choses qui le néolibéralisme, quand même, l'une des choses aussi, c'est que profondément, il empoisonne la vie, hein, très profondément. Hein, la pression qu'il met, l'intériorisation d'être toujours plus performant, d'être toujours, comme ils disent, soyez l'entrepreneur de vous-même, etc., etc. Toutes ces thématiques, si vous voulez, c'est très lourd. Hein, et on a pu voir dans un certain nombre d'entreprises comment ça se traduisait, y compris de façon dramatique, je pense à France Télécom par exemple, et comment sur ce terrain-là, il peut y avoir la reconstruction à la fois de solidarité, bien évidemment, ce qui est jamais évident, hein, parce que pris individuellement, les salariés, il y a une espèce de chape de plomb, il y a une espèce d'intériorisation et de culpabilisation. Bah oui, si je suis dans cette situation, c'est que je suis fragile, c'est que je ne suis pas assez performant, etc., etc. Alors que bien évidemment, c'est l'organisation du travail qui est malade, c'est pas les gens, voilà. Mais le renversement de cette perspective, c'est quelque chose, à notre avis, sur lequel le syndicalisme a intérêt à travailler beaucoup. Ça peut être le cas avec l'action que mène un certain nombre de CHSCT, hein, mais y compris un certain nombre de psychologues et de psychosociologues, quelqu'un comme Yves Clos, par exemple, qui est quelqu'un qui essaye non seulement de donner la parole, mais de permettre à ce que les collectifs de travail repensent leur situation, l'expriment et revendiquent. Et l'expression, c'est de dire, il faudrait peut-être qu'aujourd'hui on soit capable de créer une clinique syndicale du travail, si vous voulez. Alors clinique dans les deux sens du terme, hein, si vous voulez, c'est-à-dire étude très précisément de ce qui se passe au niveau de ces mécanismes néolibéraux de renouvellement de l'exploitation et d'appel en quelque sorte à l'auto-exploitation, et clinique dans le sens de guérir à partir de ça, quoi. Et bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu hein, les situations assez dramatiques au niveau de France Télécom, il y a eu quand même un certain nombre de contre-expertises syndicales et puis de publications, y compris syndicales, et d'appels à des conférences, des colloques, des formations, y compris des salariés là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu sous-estimé aujourd'hui et qui serait nécessaire de réinvestir. Alors, bien évidemment, en prolongement, il ne s'agit pas simplement de dire oui, ça souffre. Bon, voilà, il s'agit aussi, à partir de là, de revendiquer, je pense, un certain nombre de droits nouveaux. Hein. Bon, donc là, on sera assez classique, hein, je pense parce que ce soit la FSU, Solidaire ou la CGT, l'idée d'une sécurité sociale professionnelle, quelque chose, à notre avis, tout à fait important et tout à fait essentiel. Hein. Simplement, le problème qui se pose à tous, c'est bien évidemment qu'une fois qu'on a avancé ce genre d'idée, c'est comment on peut concrètement le mettre en place, puisque ça suppose à la fois des éléments de législation, mais également un rapport de force permanent qui permettent de le réaliser, et avec là encore des interprétations qui peuvent être différentes de la notion de sécurité sociale professionnelle, puisque certains parlent, ça peut sembler un glissement de mots, mais ça n'est pas forcément, de sécurisation des parcours professionnels. Et là, on peut avoir affaire, y compris à une interprétation néolibérale, dans le sens, en gros, c'est pas très grave que vous soyez dans l'emploi ou pas dans l'emploi, que vous perdiez votre emploi. Nous, on essaiera d'apporter une espèce de tampon au niveau de la transition entre les deux.
Donc ça, évidemment, c'est une lecture néolibérale qui adoucit un petit peu les choses, mais qui ne les résout pas fondamentalement. Donc, on pense que l'une des réflexions syndicales doit porter à la fois sur la sécurité sociale professionnelle, mais également sur le droit à l'emploi pour tous. Et là, je pense, ça fait la transition avec ce que tu disais sur Friot qui sera là la semaine prochaine, c'est-à-dire d'articuler cela avec un certain nombre d'une façon de voir le statut des salariés, et que, de ce point de vue-là, des idées comme le salaire à vie, tel que le développe Friot, alors bon, je ne vais pas développer puisqu'il le fera la semaine prochaine, mais c'est quelque chose qui fait partie des droits universels nouveaux qu'il conviendrait que le syndicalisme doit, à notre avis, se fixer pour objectif de conquérir. Alors, voilà, parmi les pistes de renouveau du point de vue de la contre-offensive syndicale, il y a celle-là. Il y a celle qui consiste également, que je mettrais sous la rubrique émanciper le travail, au sens où aujourd'hui, les facteurs de crise et de crise profonde qui vont jusqu'à la destruction d'entreprises ou de secteurs entiers peuvent appeler des formes de riposte sur le mode de nouvelles formes de coopération et d'organisation du travail à l'initiative des salariés eux-mêmes. C'est le cas des SCOP, par exemple. Mais plus globalement, malheureusement, c'est un peu développé en France, mais pas suffisamment, mais dans des pays comme l'Argentine, par exemple, ça allait beaucoup plus, avec des phénomènes des récupérations d'usines, et à partir de là, d'ouvrir un horizon nouveau, si vous voulez. Hein. Un horizon nouveau que je caractériserais sous le terme de possibilité de résistance créatrice, si vous voulez. Parce que, bon, le paradoxe, c'est qu'on nous dit, oui, bon, vous résistez, mais finalement, vous êtes des ringards, vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire, etc., etc. Là, je crois qu'avec cette façon de voir les choses, on est sur des résistances, certes, mais des résistances qui créent autre chose, qui montrent qu'il y a d'autres possibilités de vie au travail, et qui retrouvent des vieilles idées, mais des vieilles idées peut-être toujours actuelles, telles que celles de l'autogestion. Voilà. Donc, il y a cette piste également, un droit nouveau autour de sécurité professionnelle, sécurité sociale professionnelle, mais également émancipation du travail, résistance active et créatrice. Et puis, il y a l'immense problème, bien évidemment, de la reconstruction de solidarité face à un salariat qui a été attaqué et fragmenté, avec l'énorme problème, évidemment, du chômage et de la précarité, sur lequel, effectivement, le syndicalisme a à la fois du retard et beaucoup de difficultés. Parfois, je pense également, on pourra en discuter, d'incompréhension au niveau de la situation de ce salariat tout à fait fragmenté. Alors, je crois qu'il ne faut pas désespérer, hein, au sens où, là encore, quand on regarde les choses du point de vue de l'évolution historique, hein, en une quinzaine d'années, je suis assez sensible à ça, on est passé dans une situation dans laquelle les organisations de chômeurs et les syndicats s'ignoraient superbement, hein, à une situation dans laquelle aujourd'hui il y a beaucoup plus de coopération. Hein. Bon, c'est les amis de Chôme Actif qui fêtaient, commémoraient, je ne sais pas comment il faut dire, hein, les 30 ans de cette association, hein, valeureuse. Hein. Si on se rappelle, puisque je fais partie de ceux des anciens qui ont été un peu à l'origine de ce genre d'initiative, au départ on était un petit peu isolés, il y avait une incompréhension. Aujourd'hui, on a le sentiment que on se parle, on essaye d'avancer, de travailler ensemble, hein, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est positif. Il faut sans doute aller plus loin au sens où la situation des précaires, du point de vue, je pense là aussi, de la vision que le néolibéralisme a du salariat, c'est pas, enfin, comment vous dire, à notre avis, c'est pas une catégorie à part, les précaires. C'est-à-dire, il y a une déstabilisation générale du salariat, une précarisation générale qui fait que la bonne situation pour le néolibéralisme à l'avenir, et c'est un peu contenu dans la loi El Khomri, c'est tous précaires finalement. Voilà. Donc, je crois qu'on doit être sensible à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre, bien évidemment, les statuts, les salariés qu'ils sont, mais parallèlement être sensible à cette situation d'intermittent un petit peu, comment dire, qui gagne le salariat dans son ensemble. L'une des caractéristiques aussi du néolibéralisme et des offensives,
c'est d'essayer de faire en sorte que l'acte productif, lui, puisse faire l'objet de, pourquoi pas, d'un contrat pratiquement à la tâche, mais que tout le reste, tout ce qui permet de la réalisation de cette tâche productive, bon, ben, tout ça, ce soit de la responsabilité du salarié, mais c'est pas l'employeur n'a pas à en tenir compte, si vous voulez. Donc, je crois que là, on a une réflexion à avoir sur ce qui permettrait de faire la jonction entre la situation des précaires et des chômeurs aujourd'hui, et puis la situation d'un salariat considérablement malmené. Alors, pour terminer, voilà, nous, on en est arrivé là, de notre réflexion. C'est une réflexion qu'on met à la disposition, je dirais, de tous, hein, sans prétention d'avoir la solution, hein, bien évidemment. On pense qu'aujourd'hui, l'une des bonnes choses qui pourrait arriver au syndicalisme, c'est d'essayer de dégager un horizon syndical commun, en assurant, je dirais, une organisation de la défense sociale pris dans son ensemble, en posant la question du pouvoir dans l'entreprise et ailleurs. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'idée d'un syndicalisme intégral, ça veut probablement dire, hein, même si là, bon, j'ai le sentiment que j'ouvre un petit peu, je ne sais pas s'il faut dire la boîte de Pandore, mais enfin un certain nombre de débats syndicalo-politiques, hein, qui est, faut-il aujourd'hui, par exemple, avoir une certaine lecture de la charte d'Amiens qui, en quelque sorte, à la fois entériner et codifier une certaine relation possible entre syndicalisme et politique, et avec tout le problème qui est posé d'une autonomie syndicale, enfin d'une indépendance syndicale nécessaire, mais qui ne doit pas se transformer, à notre avis, en indifférence par rapport aux problèmes politiques au sens global du terme, là aussi, enfin au sens pas de la politique politicienne, mais des problèmes politiques qui concernent l'organisation de la vie dans les cités, etc., etc. Donc, on pense qu'il faut aujourd'hui procéder à peut-être à cette réactualisation de cette fameuse charte d'Amiens qui a marqué le syndicalisme français, où je rappelle que les idées dominantes, c'était que le syndicalisme se structurait autour d'une double besogne. C'était l'expression de la charte d'Amiens, la double besogne étant d'un côté, bon, bien évidemment, la défense des intérêts matériels et moraux immédiats du salariat, les revendications immédiates, et l'autre étant quand même la préparation de l'émancipation sociale, l'émancipation des rapports sociaux. Et ce qui en dit préparation de l'émancipation des rapports sociaux, ça veut dire, à notre avis, nouer des rapports avec le monde associatif et politique. Bon, j'évoquais le cas de la Première Internationale tout à l'heure, mais je pense que c'est des idées qui doivent être dans l'air aujourd'hui, et ça renoue d'une certaine façon avec cet objectif d'auto-émancipation sociale qui était à l'œuvre chez les pionniers du socialisme, pas celui qui est actuellement au pouvoir, évidemment, vous avez compris, mais celui des pionniers, où Marx, par exemple, définissait les syndicats comme l'école du socialisme. Alors, c'est qu'une formule, hein, mais peut-être cette formule mérite-t-elle d'être reméditée aujourd'hui, et c'est en tout cas à la lumière de avec cet éclairage que l'on a essayé d'avancer, de proposer de faire ces modestes propositions.